Si ce portrait témoigne de la vitalité du peintre plus que de celle de son modèle, on se demande ce que fut la destinée de ce dernier. Après avoir mis au point une technique de fixation du pastel, il en fit commerce à Paris. Le romantisme passionné de Raeburn explose dans ce portrait d'une jeune Écossaise. Cet artiste sous-estimé travaillait au pinceau direct, sans esquisse ni crayonné préalable. 4 mois après la Révolution de février, la fermeture des ateliers nationaux jeta les ouvriers à la rue. Meissonnier peignit cette étude sur le vif, puis la donna à Delacroix, qui avait été bouleversé en la découvrant dans son atelier. On pense à la revanche d'un lait, mais le peintre était beau. Selon Byron, dont il s'est inspiré, sous un ciel de colère et dans un océan sans fin, 20 hommes tirent au sort celui qui nourrira ses compagnons. Noli me tangere ou le Christ jardinier fut un thème populaire à la Renaissance. On remarquera que la chevelure de Jésus est de ce roux flamboyant qui valut au peintre Agnolo di Cosimo son surnom de Bronzino. Autre fameux maniériste italien, Barocchio fut considéré comme le peintre de la douceur. Sa piété empreinte de lyrisme fit merveille dans des scènes inspirées de la Bible qui semblaient tirées de la vie quotidienne. Une quinzaine à peine des œuvres de ce peintre mort avant ses 40 ans ont été identifiées. Un pur génie qui peut être vu comme une synthèse étourdissante de Bosch, Médicis et Joachim Patinir. Encore un maître flamand disparu avant d'avoir pu donner sa pleine mesure, auquel une quinzaine d'œuvres aussi sont attribuées. La petite fille que vous voyez en bas à droite est apparue lors d'une restauration récente. Étouffé par la gloire universelle d'un autre portrait du roi, celui-ci a été peint d'après un dessin attribué de manière sûre à Jean Clouet, mais le musée croit que la peinture est plutôt un travail d'atelier. Le moins connu des Latour est aussi le plus grand. Consacré au martyr de Saint-Sébastien, il bouleversa Louis XIII au point que le roi fit décrocher de sa chambre les autres tableaux qui s'y trouvaient. Nous sommes d'accord, ce portrait vérité est l'un des plus connus du peintre. Ce qu'il est moins, c'est qu'il fut rejeté par la famille du commanditaire. Il enchanta au contraire Bertin l'aîné, qui s'y reconnut pleinement. Tous n'ont Dieu que pour le verrou, œuvre phare du rococo. Mais bien d'autres toiles méritent le détour, à commencer par celle que le peintre Hubert Robert a consacrée aux ruines romaines du sud de la France. Un brin de pathos en moins, et la toile aurait connu un meilleur destin. Harry Schaeffer, dont la demeure est devenue le musée de la vie romantique, y est allé un peu fort pour la mort de son ami Géricault. Vous voulez du romantisme? Nature grandiose et impétueuse, humain épouvanté autant qu'émerveillé, le peintre était aux premières loges avec sa jeune épouse, qui le quitta un peu plus tard pour Victor Hugo. Decamps reprend un thème satirique initié par Teniers et perpétué par Chardin, mais baigné d'une mélancolie inédite qui me laisse à penser que le peintre dont il se moque ici n'est autre que lui-même. Le musée du Louvre est une inépuisable île au trésor. Cette petite étude d'un artiste norvégien permet de comprendre à elle seule l'extraordinaire essor de la peinture scandinave au cours du XIXe siècle. La collection Bestéguy est exposée salle 714. Le mécène ne posa qu'une condition à sa fastueuse donation, que soit exposé en permanence son portrait par Zuloaga, représentant du courant de l'Espagne noire. Autre fleuron de la collection Bestéguy, le portrait par David de Madame de Verninac, sœur du peintre Eugène Delacroix. On la croirait sortie des Sabines, les deux toiles ont en effet été peintes à la même époque. Shakespeare irrigua la peinture comme jamais à la fin du XVIIIe siècle. Dévorée par la culpabilité, Lady Macbeth croyait voir sur ses mains le sang de Duncan, dont elle avait effectivement commandité l'assassinat. Un bienfaiteur de la National Gallery au Louvre. C'est en effet la collection de John Julius Angerstein, ami et protecteur de Thomas Lawrence, qui constitua le noyau d'origine du fabuleux musée londonien.